L'épopée d'Anne de Bretagne. Première partie. Approchez, enfants de Névinoé. Approchez et laissez-moi vous conter la vie d'une femme qui fut grande reine de l'Ouest et de Bretagne, la dernière duchesse. Au bord de la Loire, à Nantes, elle naquit, dans le château aux 1000 pierres séculaires, où vécurent moult grands seigneurs et ducs fiers. C'était 20 jours après l'Épiphanie. En de grâce 1477, et point d'héritier mâle pour le duché. Son père, François II, observe cette fillette sur qui l'Argoate, l'Armor vont reposer. Sans descendant légitime, sans un fils, pour contrer l'appétit des fleurs de lys, mais que deviendra l'hermine au cœur pur, qui préféra la mort à la souillure. Défiant bravement le traité de Guérande, face aux intentions des grands et des grandes, il l'amène à la cathédrale de Rennes et la désigne comme héritière souveraine. Devant l'affront, la France arme chevalier. Son roi prend l'oriflamme de Saint-Denis, convoque l'Ost et s'en va guerroyer. Dans les marches bretonnes, chantant sous la pluie, nombreuses batailles, nombreuses chevauchées, qui s'achèvent à Saint-Aubin du Cormier. 10 000 cadavres bretons nus, sous un ciel nu, gisent dans la lande rouge du sang des vaincus. François meurt d'une chute quelques jours plus tard. Anne est maintenant la duchesse de Bretagne. À 12 ans, la pauvrette vit un cauchemar. Grand malheur en son pays de cocagne. 2 ans plus tard, et par procuration, elle épousera d'Autriche Maximilien, allié des Anglais de Gueule et de Lyon, grand et riche seigneur, puissant souverain. C'en est trop pour Charles VIII, roi de France. Cette gamine montre trop d'impertinence. Il coupera le mal à sa racine et l'épousera, cette ribaude, cette coquine. Ces paroles ne sont hélas que trop vraies. Le siège de Rennes s'effectue rapidement. Pour séparer le bon grain de l'ivraie, on appelle en hâte prélat, chambellan, pour bâcler ce mariage sans amour. Forcée, sans joie autre que d'être reine de France, sans pouvoir, mais vêtue de beaux atours, sacrée dans une basilique froide et rance, une larme s'échappe des joues de la petite Anne. Point d'amis autour d'elle, et Nantes est loin, très loin. Les pétales de son cœur se fanent, à l'aube de sa vie. Est-ce vraiment la fin ? Les jours, les mois et les années se passent dans les grands domaines du royaume de France, où le roi est orgueilleux à outrance, sans amour pour sa femme la reine, hélas. Où chantent les rossignols et les mésanges de son enfance à tout jamais perdue ? Pauvre Anne, traînée dans la boue et la fange. Sa peine sera son fardeau, son écu. Pour l'heure, sa mission sera d'enfanter quelques mômes, bambins qui lui seront chers pour offrir à la France un héritier. Tristes opérations vernaculaires qui ne se solderont que par leur mort, en fausse couche ou encore en bas âge. C'est si perdieux que la faucheuse endort, dans la maladie, la tristesse, la rage. Mais dans toute nuit, aussi profond soit-il, reste l'espoir que jaillisse la lumière. À 27 ans, Charles, de sa tête gracile, heurte violemment un linteau de pierre. Il mourra d'un traumatisme crânien, souffrant atrocement quelques jours plus tard. Anne, embuée de larmes, nivelant son phare, prit secrètement, avec joie, libre. Enfin. Quelle stupeur à Nantes, au château ducal, quand après de longues et tristes années, revient leur reine, leur duchesse bien-aimée, dernière des Montfort, suzeraine et vassale. Mais ce n'est plus une enfant apeurée, mais elle est bel et bien une femme gracieuse, sûre d'elle, qui va reprendre les affaires du duché. De Nantes à Rennes, de Vannes à Plougastel. Heureux et pénitents les Bretons, après tant de peine, retrouvent leur souveraine, duchesse en sabot selon la chanson qui fera fleurir un pied de verveine. Louis d'Orléans succède au trône royal, sous le nom de Louis XII, au porc-épic. Avec un sens aigu en politique, père du peuple fut son image d'Épinal, Anne veut bien l'épouser sous condition de garnir de Bretagne la souveraineté. Et pris d'amour et de tendre passion pour cette Bretonne, le roi va accepter. Leurs mariages furent célébrés en grande pompe à Nantes sous un sol pavé de jonquilles. Le lys et l'hermine étincellent, rutiles, d'une union, d'un espoir que rien ne trompe. En la basilique Saint-Denis se tient, cette fois devant tous les Parisiens, un événement peu banal et amène, car Anne de Bretagne est faite 2 fois reine. Pendant plusieurs années,
la cour de France va connaître l'art et la prospérité. Grande mécène, la souveraine attire, finance, enlumineur, peintre, sculpteur renommé. Visitant une dernière fois sa Bretagne, Jordan Trobrez, dans bourg, ville et bourgade, le peuple breton acclame sa duchesse. Anne, Anne, bénie soit cette duchesse qui parade. Dernière fois, hélas, qu'il voit l'heure élue, car même les bonnes histoires ont une fin. Le temps passe, efface joie, pleurs, cœur déchu dans le souvenir de ses contemporains. Usée par ses nombreuses maternités, usée par ses voyages, ses 2 mariages, usée par les pierres de sa douce piété, la reine meurt à 36 ans, fin d'un âge. La petite Bretonne, qui jadis chassait au faucon dans les alentours de Nantes, suivait la Loire dans les rues du Bouffay, observant le fleuve et ses eaux courantes. La voilà à Saint-Denis. En ce seuil, on lui portera 40 jours de deuil. Dans un joli écrin d'or et d'émail, perdurera son cœur bon, noble et sans faille. Votre serviteur tire sa révérence devant cette femme qui fut exceptionnelle, Anne, duchesse de Bretagne et reine de France, qui s'en est allée rejoindre l'Éternel.